en MTV. C'est la reprise, et la reprise avec un sujet d'actualité et un invité prestigieux. Vous le connaissez, Benjamin Felouz. Bonjour. Bonjour Avi. C'est un plaisir de te retrouver. Le plaisir est largement partagé. Et un plaisir aussi d'évoquer avec toi l'actualité, les accords nucléaires de l'Iran. Bien sûr, un sujet qu'il va falloir fouiller, peut-être à la manière d'un ancien Premier ministre israélien, avec les tonnes de documents qu'on devra poser sur la table, mais en tous les cas, on va essayer de se faire plus modeste et d'aborder finalement quelque chose de chronologique, l'histoire, d'actuel, à savoir où on en est des accords nucléaires. Et puis, bien sûr, imaginons seulement que les accords nucléaires, finalement, aboutissent à ce que les Iraniens aient la bombe. Imaginons, soyons fous. Imaginons, soyons fous. Et on n'est pas à un docteur Folamour près. Et effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, on peut finalement formuler des hypothèses sur la dangerosité de la région et la dangerosité de ceux qui voudraient en gérer, en dominer l'exécution de leurs projets funestes. Et de là, bien évidemment, l'Iran tient un bon bout, si je dois dire. Hélas. Et donc, pour commencer, alors un peu d'histoire. L'Iran, c'est quoi? Alors, on a l'impression, bien sûr, avec certains films, certains livres, le peu qu'on raconte en cours d'histoire, eh bien que l'Iran, c'est quelque chose qui est né de la Perse, inamovible, finalement, une puissance jamais démentie, alors que c'est tout le contraire. C'est par principe un lieu-dit, l'Iran. Il y a évidemment une population, il y a évidemment une culture, mais quand on voit au cours des millénaires comment a été façonné ce territoire par les invasions d'Asie centrale, par les invasions venues de l'Ouest, cette obsession iranienne du territoire envahi et de contrebalancer cet envahissement de la mère patrie par l'expansion, par justement le tropisme du Golfe Persique, de la Méditerranée, des mers, qu'on retrouve chez d'autres nations, c'est vraiment quelque chose qui a forgé la mentalité de la caste iranienne et ensuite de l'ensemble peut-être du pays jusqu'à sa population. Et quand on regarde d'ailleurs le territoire iranien, finalement, il se trouve presque au centre névralgique de ce que sont devenues des puissances régionales importantes, mais avec une incidence mondiale, à savoir bien sûr le Golfe Persique, le Golfe d'Oman, la mer Rouge, et bien sûr aussi la Méditerranée. C'est ce qu'illustrait Yves Lacoste en disant la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, c'était le titre de son ouvrage. Quand on regarde la géographie de l'Iran, on a peut-être les deux plus grands pôles de civilisation de l'humanité, le monde chinois à l'est et le monde européen à l'ouest, et deux zones vides. Une zone vide au nord, celle qui apporte les nomades, l'Asie centrale, et une zone vide au sud, le désert d'Arabie. Et on dit que dans l'Antiquité tardive, l'Iran est morte en tant que pays indépendant avec sa propre religion. L'Iran est morte de n'avoir pas su anticiper le vide. Et ce vide-là, c'était les Arabes qui ont apporté l'islam à l'Iran. Depuis que l'Iran est une nation islamique, on le voit depuis des centaines d'années, qu'il y a peut-être cet aspect-là de craindre encore plus le reste du monde musulman, à cause de leur iranité, de leur arianité, de leur côté perse, de leur côté culturellement différent du monde arabe. Et ça crée une angoisse métaphysique qui fait que cet ensemble géographique qu'on a décrit et que tu as dit va profondément influencer, quelle que soit l'époque et quel que soit le dirigeant, les décisions géopolitiques iraniennes. Il y a un mot que tu as prononcé, arianité. Iran vient du mot arien. Et c'est intéressant, puisque si on dit arien, on pense tout de suite, bien sûr, aux nazis. On pense, bien sûr, à l'arianité voulue par
le régime nazi, à savoir la pureté de la race. Et pourtant, c'est pas ici, en réalité, dans ce sens-là, qui doit être traduit, mais c'est dans le sens de la caste, la noblesse, le seigneur. Finalement, il semble que depuis que l'Iran et la Perse avant, mais l'Iran donc existe, elle ait cette vocation à devenir finalement ce seigneur régional, ce dominateur d'une région, et finalement peut-être aussi ce rassembleur de diverses ethnies, puisqu'on rappelle quand même que des princes turcs ont occupé donc le territoire, que les Grecs y ont imprégné la culture de l'Iran, mais que, bien sûr, et tu l'as rappelé tout à l'heure, l'islam est venu y mettre son grain de sel, si je puis dire, même si, on en parlera plus tard, un schisme s'est produit. Tout à fait. Beau mot, chiisme. Un schisme qui a donné le schisme. C'est particulier parce que c'est le signe d'une grande civilisation. Une grande civilisation avale ses conquérants et les transforme en elle-même. Elle ne se laisse pas dominer par le haut, elle influence par le bas. Un exemple tout simple, hein, beaucoup de dirigeants étrangers sont venus s'installer en Iran. Dans un premier temps, comme tu as dit, des nomades turcs. Il y a eu des Arabes pendant la conquête islamique, les débuts de la conquête musulmane. Il y a eu des princes Kashgar qui sont venus. Il y a eu énormément d'entités étrangères et tous ont été engloutis, avalés par ce nationalisme, cette fierté, cette culture perse. Et la question qu'on se pose et qu'on peut se poser sur l'histoire récente, cette volonté du nucléaire, elle est peut-être autant due au nationalisme perse, à cette grandeur iranienne, à cette volonté d'être une civilisation au pinacle de toutes les civilisations, elle est autant due à cela qu'à la révolution islamique, qu'à la révolution de 1979. Et d'ailleurs, on le dira peut-être encore tout à l'heure, mais le nucléaire, l'idée atomique n'est pas née, bien évidemment, ces dernières années, mais elle est née finalement avec ce qui est souvent, on en a parlé dans d'autres émissions pour parler de la Chine et de Taïwan, de cette irruption dans l'histoire des Européens, voire de ceux anciens Européens devenus outre-Atlantique, à savoir les Américains. Et on va voir que effectivement, ici, ce point d'achoppement va être déterminant dans un certain sens d'une verticalité qui était beaucoup moins affirmée, même si les Achéménides, les Sassanides, qui ont été donc parmi les grandes premières dynasties de Perse, finalement avaient déjà aussi un peu de verticalité. Mais il y avait une horizontalité où on pourrait presque parler d'âge d'or de la culture, l'âge d'or de la littérature, l'âge d'or de l'échange commercial, même s'il y avait bien évidemment aussi la puissance militaire qui accompagnait bien évidemment toujours dans ces époques les seigneurs. Mais il y avait quand même une forme aussi d'horizontalité. Là, avec donc l'intervention des Européens, qui pendant un temps vont même séparer l'Iran en trois, puisqu'il y aura donc le nord qui sera dans les mains de la Russie, et il y aura donc les Britanniques qui se prendront le sud, normal, c'est là où il y avait le plus de pétrole, et puis une zone neutre donc à l'est qui va rester finalement donc le terrain de jeu entre les deux. Dès lors qu'intervient donc entre guillemets ces colonisateurs ou ces aménageurs de terrain, il va y avoir donc un nationalisme, un repli sur soi, un repli identitaire qui va s'amorcer, et on va aboutir à, avec Mohamed Reza Pacha, on va aboutir à au roi des rois.
puisqu'il se fera proclamer roi des rois. L'ambition ultime de tout chef d'État iranien de reprendre le rôle des Achéménides qui se sont intitulés eux-mêmes rois des rois. Et c'est entre guillemets le sceptre de la couronne de Darius, hein, qu'on veut toujours. Nous, dans notre judaïsme, dans notre vision un petit peu judéo-centrée peut-être, on a cette idée d'une nation qui est devenue un empire. On a dans notre propre texte, dans la liturgie judéo-chrétienne, dans le texte de Pourim, dans cette Megillat Esther, dans le livre d'Esther, on a cet empire qui domine 127 provinces, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, qui a réduit à néant les principales civilisations antiques. Je parle de tout ce qui est babylonien, tout ce qui est égyptien, et également tout ce qui est grec, la Grèce d'Asie mineure. Donc c'est un empire. Et il n'y a pas plus nationaliste qu'une nation qui a été un empire et qui aspire à le redevenir. Et ce qu'on voit, justement, c'est que bien avant la révolution islamique, notamment à travers les velléités de repousser les soviétiques au nord, de repousser les Anglais au sud, et d'établir une sorte de cordon sanitaire contre les puissances arabes, ce qui va, dans un premier temps, bénéficier à l'Occident et bénéficier à Israël, on a cette volonté farouche d'être perse, iranien, impérial, de ne pas se contenter d'être une nation, mais également d'être un empire et d'aspirer à plus. Et ça, c'est inhérent au système iranien. C'est inhérent à la Perse, c'est inhérent à ses velléités d'expansionnisme. Et ce qui est étrange, c'est que même la présence, finalement, de ces occupants étrangers, qui vont même se faire la guerre, puisqu'il y aura 2 guerres russo-persanes, donc au XIXe siècle, malgré l'occupation, il n'y aura pas, et puis on en a parlé, de l'imprégnation des autres cultures au sein même de cette Perse devenue l'Iran, officiellement, eh bien, il va y avoir quelque chose qu'on va dire de manière un peu triviale, le bazar iranien, qui reste une énigme pour chacun des étrangers qui ont eu l'occasion de pouvoir visiter donc Téhéran, de pouvoir visiter donc ce pays. Très difficile finalement de saisir l'énigmatique commerçant iranien alors qu'il est en train de négocier quoi que ce soit. Et là, on retrouve ici quelque chose qui échappe à l'Occident et peut-être explique, pour une part en tous les cas, ce qui fait achoppement dans la signature des accords ou finalement le rejet définitif des accords. Tout tient à la mentalité historique iranienne telle qu'elle a été forgée au cours des siècles. Faut se souvenir que contrairement aux Turcs ou contrairement aux Arabes, les Iraniens, dans leur littérature, dans leur histoire, sont des sédentaires. C'est-à-dire qu'ils ont un enracinement profond à la terre dans laquelle ils sont et ils accumulent une somme culturelle plurimillénaire qui fait qu'on ne peut pas les prendre de la même manière en termes de référence historique que les Turcs, les Arabes ou par exemple une autre nation nucléaire de la région, que les Pakistanais. Ça n'a pas la même audience et ça n'a pas la même résonance que d'employer les termes de la diplomatie européenne avec des Iraniens que de les employer avec des Turcs, avec des Pakistanais ou avec l'Arabie Saoudite. Ça n'est pas le même jeu. Et profondément, je crois que c'est la mentalité indo-européenne plaquée sur tout ce tissu historique qui est celui d'un empire qui s'est battu contre d'autres empires et qui a toujours été dans une opposition à l'empire britannique, à l'empire russe, plus anciennement à Rome et à la Grèce, pas aussi opposé aux empires indiens, Gupta ou Nephtalite, qui a toujours eu autour de lui cette impression d'être attaqué en permanence. Donc forcément, quand vous parlez à un animal blessé, par principe, quel que soit son degré de puissance, vous n'avez pas la même réaction diplomatique que si vous parliez d'égal à égal à une autre nation. Ce qui fait justement cette caractéristique iranienne, c'est qu'elle en est consciente et qu'elle est, et tu le disais peut-être de manière un peu subliminale tout à l'heure,
c'est qu'elle en est consciente et qu'elle s'en sert, qu'elle sait très très bien gérer. Je parlais du bazar iranien, c'est quand même assez symptomatique que puisse sortir comme président iranien un Ahmadinejad, précisément sorti du bazar iranien, et en même temps un Hassan Rouhani, qui ne sont pas du tout de la même extraction, de la même origine. L'Iran, c'est aussi cette énigme-là, difficile finalement que de prévoir ce que peut être le devenir de quelqu'un dont les Occidentaux avaient l'habitude, et notamment les Britanniques, divisés pour régner dans leur empire, très difficile avec les Iraniens, parce que très difficile aussi d'en saisir la caractéristique, l'identité. C'est évident. Et ce système de pensée, cette extraction mixée d'origine des dirigeants, on peut monter jusqu'à des vrais dirigeants, jusqu'aux personnalités des guides. Quand on voit Khomeini, ça n'est pas quand on remonte à son enfance, c'est certes quelqu'un qui jouit d'un prestige, qui jouit du titre de Sayed, qui jouit du turban du prophète, qui jouit d'énormément de choses. Mais quand on voit sa classe sociale, c'est une très basse classe. Même au sein de l'aristocratie religieuse des ayatollahs, même au sein des écoles religieuses, ça n'est pas la personne à qui on aurait pensé pour fonder le nouveau régime iranien, pour fonder la puissance et la toute-puissance d'un totalitarisme religieux, tel qu'il est décrit en tout cas dans les premières années du régime. Et c'est vrai qu'entre Ahmadinejad, Rafsanjani, Rouhani ou Raisi qui est quelqu'un qui est purement un outsider de la caste juridique et qui, sans la révolution, probablement balayerait les rues. C'est quelque chose qui n'a pas de prise. Le guide, et ce qui, au-delà du guide, sert de colonne vertébrale à cette mentalité, c'est au-delà de l'islam, même l'Iran. Alors, il y a aussi une contrepartie qui est très intéressante. J'ai eu l'occasion de travailler avec ce régime iranien islamique. Attention, c'est filmé. Mais dans le cadre d'une enquête. Et c'était très intéressant puisque j'ai réussi à rentrer dans leur intimité et pouvoir découvrir finalement que ils sont tout et son contraire. Ils sont tout ce que tu as dit, tout ce que nous avons échangé depuis le début de cette émission, mais ils sont en même temps tout le contraire dès lors qu'ils sont extirpés, qu'ils sont hors sol iranien. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ne maîtrisent plus les choses de la même façon. Comme s'il y avait un mur d'incompréhension de l'Occident pour l'Iranien. Certes, il reste ce négociateur hors pair, avec un vocabulaire, avec un sens de la répartie, mais dès lors qu'il est à l'extérieur, il est rattrapé par peut-être par la corde qui le retient à son pays. Il reste sur un vocabulaire qui finalement n'a pas de prise sur l'Occident quand il est hors sol. Preuve en est, j'ai vécu donc cette période de pétrole contre nourriture, du temps de Elf Aquitaine. Donc nous étions dans les années 80-90 et effectivement la révolution avait bien transformé des ingénieurs du Shah d'Iran en comment dit-on, ceux qui tuent les bêtes, un abatteur, oui, un abatteur. Un rituel en plus. Voilà, abatteur rituel. On imagine la punition pour cet ingénieur qui avait suivi des études en Occident, parfois, dans son pays reconnu comme notable, qui finalement se retrouve donc abatteur rituel dans un abattoir de Bretagne, à Saint-Hilaire-du-Harcouët en Normandie ou ailleurs,
et qui, en même temps, doit se la jouer très discret, pendant que son épouse et ses enfants restés au pays, bonne surveillance. sous bonne surveillance, doivent être plus royalistes que le roi, plus voilés que les autres et montrer patte blanche à chaque fois qu'ils sortent de la maison. Eh bien, dans cette rencontre que j'ai eue avec ces Iraniens de la République islamique, c'était incroyable de découvrir finalement un côté un peu enfantin. C'est-à-dire de vraiment croire, et pas de laisser croire, mais de vraiment croire à des choses absolument mystiques, mais quand même à l'aune de quelqu'un qui connaît l'histoire, leur histoire, à quelqu'un qui connaît son histoire, aller à Neauphle-le-Château, dans les Yvelines, aller dans la résidence que Valéry Giscard d'Estaing avait aimablement prêtée à l'imam Khomeini, se retrouver au milieu de tous ces Iraniens, sous le pommier où il avait planté sa tente, et ces gens-là, véritablement, les voir en transe. Véritablement. C'était des diplomates, c'était des gens qui étaient là pour négocier avec Alpha Aquitaine, du temps de Loïc Préjean, et finalement se retrouver en transe parce qu'ils étaient sur le lieu saint, le lieu consacré où Khomeini finalement n'est pas resté très longtemps, seulement quelques mois, en train de donner la parole sacrée à tel ou un tel. Et finalement les voir à ce point investi d'une spiritualité qui apparaît en tous les cas plus qu'étrange, compte tenu des 4 mois, et compte tenu aussi du fait que, bon, c'est un hébergement et en même temps un exil forcé, contraint. Hein. Bon, les Yvelines, voilà, c'est pas non plus la plaine de Téhéran, quoi. Et puis dans la même journée, se retrouver dans une grande soirée organisée par le Quai d'Orsay, et finalement se retrouver à ces mêmes diplomates iraniens, très très joueurs, se sentant un petit peu comme des enfants à qui on a donné des beaux jouets, à savoir l'avenue d'Iéna, où se trouve l'ambassade d'Iran à Paris, et prendre les véhicules les plus prestigieux que le gouvernement français leur avait prêtés, et puis laisser les femmes prendre des taxis absolument ordinaires, parce qu'ils ne voyageaient pas, bien évidemment, en même temps que les femmes, et finalement avoir des hauts, des A devant des monuments, devant un boulevard très illuminé, celui de Montparnasse, enfin, bref, découvrir des enfants. Et puis alors, cerise sur le gâteau, une période particulière, là je suis vraiment dans le témoignage direct, c'est la venue du président de l'État d'Israël, Chaim Herzog, à l'époque, qui vient à Paris. On a tous les Champs-Élysées avec le drapeau israélien qui côtoie le drapeau français sur donc tout le boulevard. Et là, les Iraniens en transe là aussi, mais dans une transe plutôt négative. Finalement, petit moment d'amusement personnel, puisqu'ils m'ont fait l'honneur de me demander par où il fallait passer pour éviter les Champs-Élysées. Je les ai emmenés vers la rue Pavée. La rue Pavée, donc, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est la rue où se trouve donc la fameuse synagogue où officiait donc le père de Chaim Herzog alors qu'il était rabbin donc en France. C'est surtout, j'imagine, si tu emmènes des Iraniens passer par la rue Pavée, c'est l'assurance de tomber sur plein de juifs orthodoxes qui traversent la rue à tous les moments et donc les mettre en transe une nouvelle fois. Et réaction des Iraniens, diplomates quand même, entre guillemets confirmés, eh bien, de dire, mais ils sont partout. Voilà. Je suis partout, ouais. Et donc, ces réflexions quand même amènent à quelque chose. C'est que les accords nucléaires
bien évidemment à l'échelle internationale, puisque je rappelle que c'est le Conseil de sécurité finalement qui va se retrouver, plus l'Allemagne, qui va se retrouver à signer en 2015, en juillet 2015, donc les accords de Vienne, semble ne pas être réellement conscient de cette comment dirais-je, de ce comportement iranien, et les Iraniens ne pas être conscients en même temps de ce mur d'incompréhension vis-à-vis de l'Occident. Et ceci m'a amené à une réflexion, c'est que 2015 était peut-être finalement un jeu géopolitique, bien évidemment, économique, bien sûrement, mais en même temps, l'amorce justement de quelque chose qui n'était pas en phase, déjà, dès les débuts. Tu viens de définir la transe et dire quelque chose qui n'est pas en phase. Ça tient, encore une fois, et c'est un autre rappel historique, mais pour comprendre, et je pense que c'est un rappel très utile à nos téléspectateurs, l'Iran est un pays islamique. Mais ce n'est pas n'importe quel pays islamique. L'Iran est un pays chiite. C'est la seule nation musulmane chiite duodécimain, c'est-à-dire qui croit aux 12 réincarnations du prophète et de l'imam caché. Et c'est la seule nation de ce genre dans tout l'ensemble du monde musulman. Il existe le sultanat d'Oman qui suit le rite ibadite, mais les ibadites sont un rite. Ce n'est pas une croyance. L'islam se sépare principalement entre deux croyances. L'islam sunnite, avec beaucoup d'autres écoles, bien sûr, mais il y a deux courants principaux dans l'islam. L'islam sunnite, 87% des musulmans dans le monde, et l'islam chiite, les 13% restants, qui sont avant tout et surtout des Iraniens. Et on dit que c'est l'Iran qui a fait le chiisme et pas le chiisme qui a fait l'Iran. Je pense que comme dans tout processus historique qui conduit justement à décrire un petit peu cette transe et peut-être cette schizophrénie qui atteint aussi bien les diplomates que la population iranienne, dans l'ensemble de cette mentalité, il faut comprendre qu'à l'origine, l'Iran était une grande civilisation qui a été convertie de force à l'islam par des gens qui ne possédaient pas sa civilisation, les Arabes, que la civilisation musulmane se parle et se comprend uniquement en arabe, et que l'Iran a dû créer, enfin les Iraniens islamisés ont dû créer une véritable littérature religieuse, mais également philosophique, médicale et aussi érotique, avec des poèmes d'Omar al-Khayyam et d'énormément d'auteurs iraniens, qui a toujours été beaucoup plus ambigu et beaucoup plus ésotérique et beaucoup plus mystique que le reste du monde musulman. Le sunnisme est une variante de l'islam majoritaire qui est très terre-à-terre. Évidemment, on peut trouver des courants soufis, on peut trouver énormément de choses, mais la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée par les sunnites, c'est-à-dire les Moyen-Orientaux, les Nord-Africains, les Turcs, les Indonésiens, les Indiens, les Pakistanais, cette variante-là est relativement terre-à-terre et relativement simple. Dans le chiisme, il y a cette aura du martyr, cette aura de la passion. Rappelons que le chiisme, c'est les petits-enfants du prophète Muhammad. C'est les petits-enfants du prophète Muhammad qui ont été tués par leurs ennemis sunnites. D'ailleurs, en Irak, à Najaf et à Kerbala, le martyr d'Hossein et le martyr d'Ali. Et c'est sur ce martyr-là et ce côté millénariste qui existe chez les chrétiens, qui existe également sous une certaine forme chez les juifs, cette espérance du Messie qui va revenir, qui existe beaucoup moins chez les sunnites, mais qui est chez les chiites la colonne vertébrale du culte, qui a ce côté apocalyptique, ce côté millénariste, qui guide leurs décisions politiques jusque dans des actes comme ceux de la signature des accords nucléaires, qui guident leurs décisions politiques jusque dans les changements de gouvernement, et cela avant même la révolution islamique. Si on n'arrive pas à comprendre cette schizophrénie profonde que le chiisme duodécimain a donné au seul pays dans lequel il est majoritaire et au seul pays dans lequel il a constitué une caste religieuse, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la mentalité diplomatique, les rebuffades. Et je pense, pour compléter ton propos, que l'ensemble de l'Occident et l'ensemble de la classe diplomatique, que ce soit du Foreign Office, du Quai d'Orsay ou
du secrétariat d'État américain n'arrivent pas à comprendre comment on peut non pas mentir, mais être schizophrène dans sa vision du monde et avoir entre les mains des cartes purement terre-à-terre, économiques, militaires, stratégiques, et de l'autre côté, imaginer que une catastrophe, un cataclysme, un messie, une libération va venir et intervenir dans les décisions rationnelles du jour le jour. Et c'est peut-être ça l'incompréhension qui, en 2015, a conduit le gouvernement, on va dire grosso modo les discussions, hein, même si on a pour le coup bien senti le poids de la France, hein, notamment avec Fabius, qui a été le plus anti-iranien hein, pendant ces discussions-là. On a bien senti le poids de Barack Obama lui-même dans ces discussions. On a bien senti l'influence de son discours du Caire, d'ouverture aux musulmans. Le problème, c'est que Barack Obama a ouvert la politique américaine, la politique étrangère américaine à des musulmans. Malheureusement, il n'a pas pris au-delà du côté scolaire, pourtant il est diplômé en relations internationales de Columbia, il n'a pas pris au-delà du côté scolaire la dimension psychologique de la différence du chiisme iranien par rapport à la diplomatie moyen-orientale habituelle. Et c'est sur ce côté-là que les Iraniens se distinguent de tous les autres peuples au monde. Il y a quelque chose de l'Iran quand elle se trouve sur son sol, quand par exemple la CIA l'approche en 1950, déjà pour parler de collaboration atomique, quand les Français viendront donc via Eurodif, donc la fameuse affaire Eurodif. Eurodif, je vous le rappelle, c'était une société qui devait donc internationaliser finalement le programme, les travaux sur l'uranium enrichi. Ça a été fondé par George Best, qui lui-même sera assassiné par action directe, mais dont on sait aujourd'hui que c'était sur ordre de l'Iran. Pourquoi? Parce que Eurodif, qui avait donc finalement accepté l'argent iranien pour que l'Iran puisse obtenir 10% de la production d'uranium enrichi, finalement ne lui sera pas donné après 1979, la révolution donc islamique et l'arrivée de Khomeini au pouvoir, et Eurodif finalement sera à l'origine aussi bien de ce qui deviendra en 1986 les mois de plomb en France, puisque l'attentat de Rennes, la rue de Rennes, métro Saint-Michel, galerie des Champs-Élysées, et puis donc, je le disais tout à l'heure, le pub Renault, puisque George Best était le patron de Renault, mais on oublie souvent que George Best était le fondateur d'Eurodif. Et donc George Best finalement donc assassiné par action directe sur ordre des Iraniens. Depuis, les Iraniens n'ont eu de cesse finalement que par petites touches, que de rappeler à leur bon souvenir que finalement il n'y a pas que le sunnisme dans le monde, mais qu'ils existent aussi, et cette volonté d'exister va effectivement dans le sens que tu as finement rappelé, à savoir que ils devraient être normalement les héritiers du patrimoine de Mahomet, puisque encore une fois Ali était le gendre de Mahomet, et puis dans le même temps donc Hussein était lui aussi devait être l'héritier donc du patrimoine, et finalement lui assassiné. Les Iraniens sont en demande, certains diront en devenir, puisqu'ils n'ont de cesse de vouloir devenir quelque chose dans cette région du monde, et en cela, finalement, leur situation géographique les y aide. Et les Américains ne s'y sont pas trompés quand ils ont voulu les aider, ont voulu aider surtout Mohammad Reza, donc le Shah d'Iran, à obtenir la bombe atomique. C'était, et les Français aussi d'ailleurs, c'était effectivement pour donner finalement un espace équilibré vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, largement dominateur de ce qui est devenu l'organisation de coopération pétrolière, l'OPEP,
l'Iran se devait d'exister, se devait de revendiquer donc ce qui était quelque part son héritage. Et les Américains ont joué de cette fibre-là, mais finalement n'ont pas réussi à s'y associer complètement, sauf peut-être à détourner les yeux vers le luxe, certains diront la luxure, de certains dignitaires iraniens, et en même temps l'attrait pour les études à Sandhurst pour l'Angleterre ou à West Point pour les États-Unis ou à l'école militaire pour la France. Elle rayonnait encore quand elle était encore. Et finalement, on a là posé sur la table peut-être des indicateurs pour comprendre ce qui fait que les Iraniens, sous la République islamique, sont toujours autant investis à obtenir ce qui pourrait les rendre, parce que, bien évidemment, personne n'est dupe, que dans le monde sunnite, il y a déjà, bien sûr, de la recherche pour enrichir l'uranium. Il y a déjà une nation nucléaire dans le monde sunnite. Le Pakistan. Et l'Inde, donc, voisine de l'Iran. Mais il y a, bien évidemment, un affichage qui n'est pas encore révélé, mais qui pourrait finalement s'émanciper dès lors que l'Iran serait détentrice de l'arme nucléaire. C'est très, 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 très spécifique à l'Iran, cette volonté d'avoir l'arme nucléaire, même si elle n'est pas unique. On voit beaucoup d'autres nations, tu as parlé de l'Arabie Saoudite, mais il y a eu d'autres nations qui, à des moments, pour leur prestige national, on parle du Brésil, on parle de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, qui ont voulu détenir l'arme nucléaire et qui ont renoncé parce que ça ne collait pas avec leur méthode de diplomatie. L'Iran insiste pour une raison, c'est qu'elle a besoin d'ancrer les choses dans le sang. Bernard Lewis, de Mémoire bénie, disait l'islam domine toujours par le sabre, mais chez les sunnites, ce sabre se transforme en plume, et chez les chiites, il se transforme en stylet qui fait couler le sang. Une des principales cérémonies chiites, qui n'existe pas du tout dans le sunnisme, qui proscrit justement tout ce qui est scarification, c'est la cérémonie de l'Ashura, qui conduit des fidèles à reproduire le martyre des fils et des gendres et des petits-fils de Mohammed, et à se scarifier, à faire couler le sang, à se frapper, à vivre les choses par le sang. Or, historiquement, dans l'histoire récente, quel a été le premier acte de la révolution islamique? La guerre contre l'ennemi sunnite, contre Saddam Hussein, l'impie, le laïc, mais pas seulement. Il fallait forger la République islamique dans le sang. Ça, c'est sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, on ne peut pas forcément juger de la volonté effective du régime des ayatollahs de vouloir procéder à des génocides, encore que aujourd'hui, la guerre la plus sanglante de l'humanité se produit à cause de l'Iran, et on parle du Yémen, et de l'ensemble des guerres interposées entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et cette volonté d'avoir l'arme nucléaire, elle est là pour dire « je peux faire couler le sang ». Je suis l'égal de mes deux voisins directs, la Russie au nord, le Pakistan au sud. Je suis voisin de mes deux voisins, ennemis, on va dire, un peu plus loin, la Chine, puissance nucléaire, l'Inde, puissance nucléaire, et Israël, puissance nucléaire. Donc trois régimes qui, aux yeux de l'islam, Israël parce qu'on est juif, l'Inde parce que ce sont des hindous, des païens, c'est pire que n'importe quelle autre nation. Pour le régime islamique iranien, les Indiens sont la pire abomination qui puisse exister. Ils honorent des dieux à tête d'animaux, ce sont de véritables païens, des polythéistes. La Chine, ne parlons même pas du communisme et du matérialisme athée associé à la civilisation chinoise. Donc pour eux, ils sont dans un monde où tout le monde veut les tuer, et eux, leur seule manière d'inscrire leur volonté dans l'histoire, c'est de faire couler le sang. Et comment on fait couler le sang à la fin du XXe siècle et au début du XXIe? Eh ben, on n'a pas une épée, on a une arme nucléaire. Et s'ils ne l'ont pas, ça veut dire que nous, on peut faire couler leur sang, et eux ne peuvent pas faire couler le nôtre.
Et ça, c'est simplement intolérable. Qu'on soit fanatique islamiste, qu'on soit nationaliste, qu'on soit, quel que soit l'extrémiste qu'on soit, quand on est iranien, ne pas avoir l'arme nucléaire, c'est un manque viscéral ancré à l'intérieur de soi, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit dans la population. Il y a un épisode qui montre bien finalement la méconnaissance de la civilisation perso-iranienne, on va dire. Je parlais tout à l'heure de 1950. La CIA s'installe et elle ne quittera pas le pays d'ailleurs jusqu'à 1983, terme des 444 jours où les otages diplomates américains seront finalement libérés. C'est justement cet épisode-là. Comment la CIA, qui va lâcher le Shah d'Iran donc dans les dernières années, alors qu'elle a armé, qu'elle a toléré l'intolérable avec la SAVAK, la fameuse police du Shah d'Iran qui n'avait rien à envier aux gardiens de la Révolution, finalement, comment il est possible qu'elle n'ait pas anticipé ce qui, bien évidemment, allait arriver avec l'imam Khomeini? Comment il est possible que dans les quelques minutes où on va se retrouver avec des feux de cheminée, la foule amassée autour de l'ambassade pénètre dans l'ambassade américaine, se disant ils sont en train de brûler des documents secrets qui peuvent révéler justement ce qu'était le régime du Shah d'Iran et la proximité donc de la CIA dans ce pays. Et finalement, rentrer à l'intérieur, effectivement, les Américains sont en train de brûler tout ce qui est de l'ordre des documents secrets. Et en tant qu'ancien officier des renseignements militaires israéliens, tu en sais quelque chose, combien c'est important que d'anticiper, combien c'est important que de ne pas avoir des documents qui puissent tomber dans les mains de l'ennemi. Eh bien, voilà que un maximum de documents seront quand même récupérés par les Iraniens et d'ailleurs seront pour beaucoup publiés. Mais, bizarrement, en langue iranienne et jamais traduit en anglais. C'est particulier. Je vais te dire, c'est particulier d'avoir un pays comme celui-ci en termes de gestion, on va dire, des flux militaires et en termes de gestion de l'agressivité. Et à la question posée par toi, comment ils n'ont pas pu anticiper ça alors qu'on avait peut-être la première puissance mondiale, je vais trouver un parallèle dans l'histoire de l'Iran. Comment le régime sassanide, donc les Perses, n'ont-ils pas vu venir les musulmans, les Arabes, qui ont conquis la Perse pour la transformer en État islamique? Tout simplement parce qu'ils avaient les yeux braqués autre part. Ils avaient les yeux braqués sur l'Empire byzantin, sur l'Empire romain. Donc des milliers d'années de guerre d'empire à empire leur ont fait oublier les autres dangers qui pouvaient venir d'un tréfonds du désert. Et je pense que les Américains ont été des Sassanides. Les Américains, dans leur lutte contre le communisme, dans les années 70-80, se sont braqués uniquement sur le communisme. Il ne faut pas oublier que 79, c'est la révolution islamique, mais 79, c'est aussi l'invasion soviétique de l'Afghanistan, frontalier de l'Iran, et que les Américains ont péché par ignorance, mais aussi par esprit pratique, esprit cadré avec des ornières. On est là pour buter du coco, on est là pour casser du Ruskov. On va pas forcément regarder ce qui se passe autour, dans les shitty countries autour. Et ça, c'est valable aussi bien pour un Jimmy Carter qu'en pour un Donald Trump, même si Jimmy Carter s'en défend et utilise des termes c'est la même chose pour tous les dirigeants américains. L'ennemi à la hauteur, c'est le soviétique, et on va pas forcément voir si un imam qui se cache dans les Yvelines va venir soulever l'opposition iranienne. D'autant plus que, rappelons que, au moment de la révolution islamique, l'opposition iranienne, qui fait peur aux États-Unis et qui est prise en compte dans la mesure où quelqu'un à l'antenne de la CIA de Téhéran s'inquiète de ce qui se passe, c'est avant tout les communistes. C'est ça le génie de la révolution islamique, c'est d'avoir envoyé des troupes de communistes, de réformateurs, de socialistes, de minorités également,
contre le Shah, et c'est eux qui ont fait tomber le Shah. C'est les manifestations avant tout d'opposants au Shah, mais de toutes tendances confondues, et d'avoir récupéré comme un plateau servi dans un buffet, tout ce qui tombait directement. Et la guerre Iran-Irak a joué son rôle de catalyseur de la nation iranienne, de catalyseur du nationalisme, mais les Américains n'ont pas vu venir ça, les Français n'ont pas vu venir ça. Valéry Giscard d'Estaing, pourtant, est quelqu'un de relativement intelligent, qui a une vision du monde, qui a une compréhension un petit peu. La diplomatie française, on en pense ce qu'on veut, de son pro-arabisme, mais c'est quand même des gens qui sont formés, qui sont éduqués, qui parlent le farsi, qui ont une connaissance de l'Iran qui est extrêmement importante, tout simplement parce que, comme tu l'avais toi-même évoqué au cours de tes expériences personnelles, énormément d'Iraniens ont fait leurs études en France, sont venus regarder la France comme un des phares de la civilisation. Et tout ça, personne n'a compris. Personne n'a compris l'enchaînement de la révolution islamique, parce que tout le monde pensait déjà que si révolution islamique il devait y avoir, elle viendrait dans un pays sunnite, avec le mouvement des frères musulmans, qui à ce moment-là est déjà vieux de quasiment un siècle. Ça fait depuis un siècle qu'il y a eu la Nahda, et ensuite les frères musulmans qui ont pris le truc. Et finalement, c'est venu d'un imam caché, si je peux me permettre ce terme qui fait référence à la religion chiite. Un imam caché dans les Yvelines est venu à débarquer et à respecter cette règle qui veut que dans toute révolution, ce soit toujours le plus extrémiste, celui qui y va le plus à fond, qui arrive à récupérer la cerise sur le gâteau et qui arrive à rafler la mise au bout du compte, alors que c'est pas lui qui a fait le boulot. Et cette incompréhension qui fait que maintenant, depuis bientôt 40 ans, la révolution islamique a forgé l'Iran dans le sang, fait que les Occidentaux ne comprennent pas que les souffrances des Iraniens accumulées renforcent au contraire l'édifice de la révolution islamique. La révolution islamique s'est forgée dans le sang, et plus le sang coule, et plus le peuple iranien a du mal à sortir de cette sphère de pensée qui consiste à penser que si on va vers l'Occident et qu'on signe un accord, ou même vers Israël, rappelons, Israël n'a rien contre l'Iran. Absolument rien. Les problèmes religieux que Israël enregistre avec les pays sont avant tout avec des pays sunnites, avec des Palestiniens sunnites. Jérusalem n'est pas grand-chose pour l'immense majorité des sunnites jusqu'au début du conflit israélo-palestinien. Jérusalem n'est pas grand-chose pour l'ensemble des sunnites, mais ne parlons même pas des chiites. Pour eux, Jérusalem, c'est une autre dimension, ça n'existe même pas sur la carte. Pour eux, les villes saintes, c'est Najaf, Karbala, Qom, Ispahan, ça n'a rien à voir. Jérusalem est très très loin. Et on peut rappeler les concerts de Mike Brandt dans les années 50 à Téhéran, qui étaient appréciés même par certains islamistes. Pourquoi ? Parce que c'était un homme, et contrairement à beaucoup de stars internationales, on ne faisait pas venir chanter une voix de femme. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a été créé par le sang, qui a été forgé par le sang, qui a été alimenté par le sang. Et cette volonté qui a été faite par le sang a du mal à être influencée par la diplomatie des mots, par la diplomatie de la rationalité occidentale. Et je dois dire que finalement, on se retrouve avec ce mur d'incompréhension, et en même temps, du côté iranien, quand même une conscience que si ils ne peuvent pas totalement maîtriser la mentalité occidentale, alors via des proxys, via des outils de déstabilisation, eh bien, il y a peut-être possibilité que finalement, on puisse jouer un rôle et détricoter ce qui semblait être inamovible, à savoir le pouvoir sunnite comme partenaire principal de l'Occident. Et là, on a parlé tout à l'heure des attentats, mais c'est ce qui est absolument incroyable. C'est pas qu'il y ait eu des attentats, c'est la réponse aux attentats qu'il n'y a pas eu. Et là, quand même, c'est un mur d'incompréhension, et finalement, les dernières paroles de Le Drian, de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, les 3 derniers mandats, enfin, les 2 derniers mandats, mais avant à la Défense, finalement, sont révélateurs. Quand il dit, mais ne pas signer les accords avec les Iraniens, eh bien, c'est finalement les laisser sortir le diable de sa boîte. C'est incroyable que
de voir que cette partie-là du problème, lui qui est un homme, d'abord il est historien de formation, il a agrégé d'histoire, il a produit une thèse en histoire, donc il connaît la méthode de travail, sauf que la méthode persane, eh ben, c'est un petit peu comme le chat persan. Comme disait Montesquieu, comment peut-on être persan? Comment peut-on être persan? Oui, d'ailleurs, les voyages de Montesquieu devraient inspirer nombre de ces gens-là. Mais bon, en tous les cas, on a là effectivement une incompréhension totale. Idem pour Joseph Borrell, qui, à la tête de l'Union européenne, a commencé par être mais un adepte de la solution iranienne et des accords et de leur offrir tous les cadeaux possibles pour finalement faire ami avec l'Iran. Sauf que retournement, mais en quelques mois. Ce qu'on est en train de vivre là, hein, c'est l'actualité. C'est ça. C'est le vif de l'actualité. Grâce et en même temps, c'est l'histoire. C'est incroyable. L'histoire devrait être normalement le miroir de l'actualité, devrait servir en tous les cas l'actualité. Mais finalement, on a l'impression que, ce sont peut-être pas des dandys, nos diplomates, mais ils ne regardent pas les miroirs, ils ne regardent pas l'histoire. Ils ne regardent pas l'histoire et surtout, ils accordent beaucoup de foi à du papier. En tout cas pour les Occidentaux, et surtout ils ne sont pas capables forcément de projection et d'uchronie. C'est dommage de ne pas avoir d'imagination. Et c'est là où on en vient peut-être à la partie qui va peut-être le plus intéresser nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe avec un Iran nucléaire? Maintenant qu'aujourd'hui, là on a fait le constat, on arrive à la période actuelle, on constate l'échec de toute négociation de manière viable, on constate une capacité industrielle iranienne. Selon toi, avis, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient si l'Iran accède, parce qu'elle y accédera forcément, vu les ressources qu'elle y met? Qu'est-ce qui vient avec un Iran qui est capable de produire une arme nucléaire, quelle que soit sa taille? Eh bien, en fait, on a amené la réponse au fur et à mesure de nos échanges. Il y a un article récent publié dans Haaretz qui parle que Yair Lapid, l'actuel donc Premier ministre israélien, serait à préparer des plans avec l'état-major dans le cas probable où l'Iran serait nucléarisé. Et ça me semble bien évidemment la moindre des stratégies prospectives, à savoir que oui, il faut envisager le plan B. Le plan bombe. Le plan B, plan bombe, voire même donc en tous les cas, et ne pas renoncer finalement à une intervention qui mettrait fin au programme iranien. Mais l'idée, elle est peut-être persane là aussi. Mais je préfère la référence Ben Gourion, comme si et comme si. Voilà, faisons comme si, eh bien, ils allaient avoir la bombe. Et donc, commençons à travailler finalement avec ce paramètre, un nouveau paradigme d'échange, nouveau paradigme de géopolitique, avec un effet d'entraînement peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les pays voisins qui voudront eux aussi avoir donc l'arsenal nucléaire. Mais dans le même temps, pourquoi ne pas épuiser donc l'Iran sur le plan donc jusqu'au bout du bout qu'ils aient l'arsenal nucléaire, mais l'épuiser aussi économiquement, voire même géopolitiquement. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce que on finit par obtenir sur les missiles balistiques. Personne ne parlait du vecteur, ouais. Du vecteur. Tout le monde parle de la bombe, personne ne parle de comment on va y relancer. Et là, il y a quelque chose qui a été révélé par les Israéliens qui me semble peut-être bien plus important, bien plus essentiel que de parler des accords de Vienne. C'est à savoir effectivement de parler de ces missiles balistiques, de ces missiles sol-sol qui sont aujourd'hui effectivement de très longue distance, très puissants, opérationnels, mais pas tant que ça. Il y a encore des progrès à faire. Surtout que les Russes commencent à sentir le roussi venant d'Iran, et que les proxys, eux, finalement, sont définitivement subordonnés
à la décision iranienne. Donc très peu de velléité d'indépendance de ce point de vue-là. Donc on se retrouve ici quand même avec un jeu israélien que le vice-ministre des Affaires étrangères iranien a bien compris quand il a senti que après la déclaration française, allemande et anglaise sur le non-respect et sur l'éloignement de la signature éventuelle des accords avec l'Iran et le nucléaire, réaction de l'Iran, c'est non pas de dire qu'ils sont méchants, mais c'est de dire pourquoi l'autre l'aurait et pas moi. Pourquoi Israël aurait donc la bombe et pas moi? Réponse du berger à la bergère, eh bien, finalement, tu as montré patte blanche avec tes missiles balistiques. Et ça, c'est les Américains qui le lui ont répondu. Il y a quelque chose ici qui est très intéressant et on peut peut-être sentir, mais là, c'est de l'ordre de l'hypothèse, sentir la patte de Yossi Cohen et peut-être, donnons-lui pour ce que c'est, peut-être Quitus, à savoir David Barnea, son successeur, l'influence du Mossad. Toutes les voies restent ouvertes. L'attitude de la Russie, qui était un acteur, c'est quand même une puissance nucléaire qui dispose de vecteurs et de bombes et d'industrie nucléaire et qui a une frontière terrestre directe avec l'Iran. L'attitude des populations iraniennes elles-mêmes, puisque c'est aussi ça, c'est faire la guerre à l'étranger pour éviter la guerre interne, permanente inquiétude du régime iranien, l'attitude d'Israël et l'attitude des pays sunnites qui, pour le coup, ont beaucoup plus d'assurance dans leur guerre que précédemment, maintenant qu'ils ont les accords d'Abraham derrière eux, qui sont signés et qui sont plutôt en bonne voie en termes de coopération militaire. Ça laisse tellement de pistes ouvertes. Nous allons le découvrir dans l'actualité des prochains jours. Ce qui est intéressant, c'est que 2010, le printemps arabe, échec. Échec, et voire même disparition d'un pays, pratiquement la Libye, qui aujourd'hui fait le jeu de quelques voisins de l'Iran, à savoir la Turquie et l'Égypte et d'autres pays concernés par finalement cette concurrence, cette rivalité sunnite et chiite. Mais on voit aussi qu'à partir donc de 2017, l'irruption de Daesh, l'État islamique, finalement, l'Iran sent qu'il y a une lucarne où elle va pouvoir s'infiltrer. Sauf que voilà, un ancien colonisateur, un ancien occupant, la Russie, vient s'installer à Tartus, vient s'installer au Liban. Voilà un pays aussi, le Liban, pas pour les mêmes raisons, mais qui pourrait être en passe de désagrégation. Mais voilà que finalement la Russie vient gêner la propension iranienne à vouloir, grâce à ses proxys, non pas jouer un rôle en personne, si je puis dire, majeur en personne sur le terrain, mais jouer via ses proxys le jeu qu'elle veut effectivement avoir, celui d'une concurrence affirmée. Et c'est peut-être là qu'Israël, avec les accords d'Abraham, Israël, avec son double jeu, finalement, réussit, sinon à empêcher la nucléarisation de l'Iran, mais pourquoi ne pas envisager qu'elle puisse suffisamment l'affaiblir pour pouvoir jouer un rôle un peu plus important, essentiel, dans cette région du monde. Tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Ça sera le mot de la fin. Tout reste ouvert. Merci à Benjamin. Merci à toi, Avi. C'était l'émission Aolam Medoubar sur Tandem TV. À très vite pour une autre édition.